Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Au Quotidien en ce mardi 27 mai avec comme invité du journal ce soir deux réalisateurs, auteurs d'un reportage sur l'après Arjo Wiggins à Bessé-sur-Bray. Félix Besson et Rudy Guillemin sont avec nous et vous pourrez voir en avant-première ce documentaire le 3 juin à 20 h au cinéma Zoom de Saint-Calais. On en parle avec eux. Et puis dans la suite, vous le savez, la série exceptionnelle concoctée par Colin Ansel à l'occasion des 40 ans du Mans FC, anciennement le MUC 72. Ce soir, place à la montée en Ligue 1, c'était en 2003. Tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 27 mai, les agriculteurs qui ont manifesté ce lundi soir dans les rues du Mans. Nous revenons sur cette action des JA et de la FDSEA pour une simplification des normes. Et puis, retour aussi sur un battle d'orchestre, une première. C'était Plaine de Chaoué à Allonne, samedi 24 mai. Mais on ouvre ce journal avec une information qui pourrait clore le débat sur l'abattage des arbres de l'avenue Bollé, fin de l'année dernière au Mans. Ce mardi, lors d'une conférence de presse sur l'avancée des travaux des chronolignes, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, a souligné qu'une étude des 194 souches d'arbres a été faite après leur abattage. Et cette étude montre en effet que seuls 30 érables sur les 194 peuvent être considérés comme sains. 88 étaient pourris, 57 présentaient des champignons. Ils étaient donc bien en phase de vieillissement ou de dépérissement. L'étude a été réalisée par une association connue pour défendre la nature en général, mais connue aussi pour ses méthodes scientifiques, France Nature Environnement Sarthe. Elle a été publiée en janvier 2025 dans le numéro 88 de la revue de l'association intitulée « La coccinelle ». Vous pouvez aller regarder cela sur Internet. Avis aux utilisateurs des deux roues, à partir du 21 juin, chaque samedi entre 11 h et 23 h, ce sera donc pied à terre obligatoire si vous êtes cycliste ou en trottinette dans le centre piétonnier du Mans, hors voie de tram, qui sont, elles, considérées comme des voies d'accès. La ville déplore de devoir en arriver à un tel arrêté, mais il sera donc effectif chaque samedi à partir du jour de la fête de la musique. Et des panneaux seront mis en place un peu partout en ville pour rappeler les bons usages du partage de la rue en cas de forte affluence de piétons. On écoute l'adjoint au maire du Mans à la sécurité et à la prévention, Christian Lacoste, en conférence de presse ce mardi matin. On ne devrait pas en arriver là. Il y avait une tolérance. Et cette tolérance, elle consiste à un vélo peut circuler au pas de l'homme, à la vitesse du pas de l'homme, sur le secteur piéton, et à condition de ne pas gêner les piétons. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des conflits d'usage sur tout le secteur piéton et au-delà, puisqu'on a aussi ces conflits d'usage sur les trottoirs et parfois y compris sur les pistes cyclables, puisqu'on retrouve sur les pistes cyclables des piétons. Enfin, l'objet de cette conférence de presse dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'était bien l'avancée des travaux des chronolignes au Mans qui change peut-être votre quotidien si vous empruntez les rues concernées. Alors patience, les travaux suivent leur cours dans les temps et devraient être terminés dans les délais prévus, c'est-à-dire entre fin 2025 pour les secteurs Rifaudière, Patis-Saint-Lazare, Echtal, Arcole par exemple, et mars 2027 pour les travaux les plus éloignés dans le temps, ceux de l'avenue Félix-Géneslé du côté de Pontlieu. À noter, 3 secteurs connaissent des retards à cause de découvertes dans les sous-sols, ceux de la place Washington, de l'avenue Jean-Mac et de l'avenue Bollé. Mais pour ces 2 derniers secteurs, cela se compte en quelques semaines, pas plus. Les agriculteurs se font entendre au Mans, klaxons, pancartes. Ce lundi soir, un cortège d'une vingtaine de tracteurs et de près d'une centaine d'agriculteurs répondait à l'appel des JA et de la FDSEA. Ils défendent une adoption rapide de la loi Duplon, un texte qu'ils jugent essentiel pour l'exercice de leur profession, mais qui est vivement critiqué par les défenseurs de l'environnement, essentiellement en raison de la réintroduction d'un insecticide accusé d'être un tueur d'abeilles. Anthony Piton. La FDSEA a garé ses tracteurs place des Jacobins. Au Mans, les agriculteurs se rassemblent juste après leur première victoire. Le rejet de la loi Duplon par les députés. Une manœuvre tactique qui va permettre de contourner des milliers d'amendements écologistes et insoumis. Ça va dans le bon sens parce que je vous avoue que 3500 je crois, amendements,
C'est imbuvable. Moi, je pense personnellement que c'était pour pourrir le débat. C'était pour qu'on arrive à un moment donné, qu'on vote quelque chose qui ne représente pas l'agriculture française et que les agriculteurs ne veulent pas non plus. Pas une loi comme eux ils voudraient, pas comme la gauche le voudrait, quoi. La loi Duplon, censée alléger les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, doit maintenant passer devant une commission mixte paritaire. Un soulagement pour les agriculteurs, même s'ils veulent continuer de mettre la pression pour une adoption rapide du texte, 1 an et demi après leur forte mobilisation. Ça fait 18 mois que l'on attend des réponses suite à nos mobilisations de décembre et de janvier 2024. Donc voilà, il faut une réponse claire du gouvernement, que cette CMP se fasse très rapidement et que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent voter avant l'été. On a mis un ultimatum au gouvernement et c'est pour ça qu'on est là ce soir, expliquer à monsieur le préfet qu'il faut accélérer les choses et si ça ne va pas comme on veut, je pense qu'à un moment donné, on fera des actions beaucoup plus musclées. Le lendemain, la FDSEA de la Sarthe a annoncé suspendre sa mobilisation. Le syndicat agricole espère maintenant une adoption rapide, tout en n'excluant pas de se remobiliser si les discussions en commission mixte ne vont pas dans leur sens. Avis sécheresse, le bassin de l'Argance dans le sud-ouest du département est déjà en alerte sécheresse. Le préfet de la Sarthe a décidé, en application de l'arrêté cadre sécheresse du 2 avril 2025, d'appliquer des mesures de restriction et d'interdiction des usages de l'eau dans ce bassin. Ces mesures concernent l'ensemble des usagers de l'eau, particuliers, collectivités industrielles, agriculteurs. En clair, il vous est interdit d'arroser vos pelouses ou de remplir vos piscines si vous êtes dans ce secteur. Un peu de couleur à présent sur la façade d'un mur de l'avenue Bollé au Mans. Depuis ce lundi, le street artiste Wentou peint une nouvelle fresque près du Carrefour City. Pour sa 4e au Mans, il collabore avec la librairie Bulle. Sur le mur, un hommage à Jean Graton, l'auteur de la bande dessinée Michel Vaillant. Et quoi de mieux qu'un mur manceau pour peindre ce héros du sport automobile? Le street artiste Wentou, qui va travailler jusqu'à dimanche au 74 avenue Bollé, nous explique la technique qu'il utilise pour réaliser cette fresque géante. On l'écoute. Je dessine, je mets des petites lettres, des petites annotations, des petits dessins que je prends en photo. Et après, avec mon iPad, je viens mettre en transparence le visuel, qui est là. Et comme ça, toutes ces petites écritures deviennent des points de repère. C'est la technique du quadrillage, sans s'embêter à faire un quadrillage. Bon, je galère un peu, hein. C'est un gros crépi qui boit beaucoup la peinture et c'est du boulot. Il faut bien appuyer sur le mur pour que la peinture pénètre bien dans tous les petits trous. Donc c'est physique. Courage à lui. Et bientôt, un nouvel album de Michel Vaillant à découvrir également, mais on vous en parlera dans une prochaine édition. Une drôle de compétition à présent, ça se passait le week-end dernier à Allonne, samedi 24 mai. Près de 80 musiciens sartois se sont affrontés, pleines de Chaoué à Allonne, donc je vous l'ai dit. Ça s'appelle un battle d'orchestre. C'est un spectacle en plein air qui a profité à au moins une centaine de spectateurs. Alexandre Ferrer y était pour nous. Le duel est lancé. Pas du percut, que des percus. Les rounds s'enchaînent au nom des morceaux joués. Le fait de faire une battle, souvent c'est des battles de rap, et là on fait des battles de classiques, c'est génial. 2 orchestres sartois s'affrontent pour la 2e fois en public. Dans le coin rouge, Stratosphonique de Parigny-l'Évêque, vainqueur du premier combat. Dans le coin bleu, les cadets de la Sarthe jouent à domicile et comptent bien en découdre. On n'était pas trop blessés, donc on a pu refaire nos forces et on revient cette année pour la revanche. Pendant 1h30, les musiques défilent, un orchestre après l'autre. Chaque groupe a son univers musical, d'un côté plus traditionnel et de l'autre plus contemporain. Pour le public, le cœur balance. Je vote pour Stratosphonique. J'ai préféré les cadets, ouais. Un peu moins, j'adore les voix. Ah, c'est dur, très dur. Alors, ils sont très bons quand même chez Strato, mais mon cœur est quand même pour les cadets quand même. L'idée de cet événement, une réflexion collective menée il y a 3 ans. On se dit, bah tiens, on va s'inviter les uns les autres, mais par contre, ça serait bien qu'on sorte du format du concert habituel. Avec première partie, on applaudit, super, puis deuxième partie, avec éventuellement un morceau commun au milieu. Bah, là, il n'y a pas plus de morceaux communs, mais en tout cas, il y a l'idée de dualité, de fausse dualité en fait. Mais c'est une dualité bon enfant. La culture musicale ouverte gratuitement au plus grand nombre. Au final, dans cette joute musicale, c'est le public qui gagne.
Il est l'heure d'accueillir nos invités Félix Besson et Rudy Guillemin, réalisateurs, scénaristes, journalistes, auteurs de ce documentaire que vous allez pouvoir voir en avant-première le 3 juin à Saint-Calais. L'usine retrouvée en 2019, la papeterie Arjowiggins, on le sait tous, de Bessay-sur-Bray en Sarthe est placée en liquidation judiciaire. 700 emplois disparaissent dans cette commune de seulement 2000 habitants. Un cataclysme, on l'a tous couvert, cette actualité, on a tous pu lire les journaux, tous les Sartois sur ce sujet. Ça a eu un retentissement national également. Et vous avez décidé d'y retourner, mais après, une fois que Manicare, la nouvelle usine, s'est relancée. Pourquoi ce choix? Peut-être je me tourne vers Rudy, puisque c'était au départ votre idée, Rudy. Oui, effectivement, c'était plutôt moi qui avais l'idée au départ. En fait, j'ai commencé en 2022 à travailler sur ce sujet avec un des producteurs, Julien Sénéchal, qui nous a accompagnés tout du long. Buck Film, on peut les citer, c'est coproduit avec France Télévisions, ici, Pays de la Loire également. Buck Film, qui est une société de production sartoise, jeune, puisque c'est son premier vrai film. Et moi, justement, en tant que journaliste, j'étais allé plusieurs fois à Bessay-sur-Bray, etc. J'avais été frappé par ce village-usine et la vie qui tournait justement autour de cette usine. Et tout le monde pensait que c'était effectivement complètement fini avec la fin d'Arjowiggins, etc. Et la renaissance d'une industrie dans ce bourg assez isolé quand même en Sarthe, à l'aune du Covid, puisque c'est une usine de fabrication de gants qui vient s'installer, avec en plus un enjeu de relocalisation, presque de rapatriement d'une production qui était faite uniquement en Asie depuis des décennies. De renationalisation, comme on dit. C'est ça, de renaissance industrielle. C'était tellement inespéré que je me suis dit, ce serait intéressant de documenter cette renaissance industrielle et d'aller à la rencontre des gens qui participent à cette renaissance. Le format documentaire semblait intéressant pour prendre un petit peu le temps d'aller à la rencontre des gens et d'explorer à la fois ce territoire. Et en fait, au moment où moi j'ai eu cette idée, on est tombé sur un appel à projet de France Télévisions sur le monde rural. Oui. Et donc tout collé, on a proposé ce projet à France 3 et donc la chaîne a accepté de nous accompagner et de coproduire. Et c'est parti. Et c'est l'occasion pour les salariés de Manicare aujourd'hui, qui pour beaucoup ont travaillé avant chez Arjowiggins, de se raconter et de raconter cette période. Je vous propose de regarder un extrait qu'on a choisi pour comprendre comment est fait finalement ce documentaire. Les années que j'ai passées chez Arjo, j'étais épanoui dans mon travail, tout allait très bien. On a tous œuvré pour que cette usine tourne, la papeterie. On y a passé du temps, on y a passé des années. Et puis on avait un bel outil. Puis tout ça démoli, tout ça ferraillé. Ça fait mal quelque part. Un court extrait, mais qui dit comment vous avez procédé pour réaliser ce film. Ce sont les salariés qui se racontent. Il n'y a pas de narrateur autre que les gens dans les différents services et avec les particularités de chacun, tout simplement. Ils se racontent. C'était ça que vous vouliez vraiment montrer, les gens? Oui, il y avait vraiment, je pense, une volonté de donner la parole de manière assez libre aux employés de l'usine, de façon à raconter le parcours humain qui avait été celui donc des anciens d'Arjo, qui ont été licenciés, qui ensuite ont migré sur d'autres coins du territoire pour trouver du travail et sont revenus travailler dans cette nouvelle usine. Et donc d'avoir accès un peu au ressenti, au vécu humain et personnel des employés, des anciens d'Arjo, mais aussi des nouveaux qui se sont lancés dans cette aventure industrielle à Bessay. Et vous esthétisez l'usine, et vous esthétisez Bessay-sur-Bray. Qu'est-ce que c'est beau, ces images. C'est presque contemplatif, en fait. C'était une volonté de la part du réalisateur que vous êtes Oui, il y a un parti pris... Regardez comme c'est beau, Bessay-sur-Bray le matin, au petit matin en hiver, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Non, c'était vraiment l'idée, c'était en tout cas à Bessay, d'avoir accès à ce qu'était le bourg aujourd'hui, comment il vit,
vit, comment il se maintient, et en montrer l'atmosphère et aussi voilà, la vie au jour le jour, en parallèle de cette usine dans laquelle on suit les factions, parce que c'est la particularité de la construction de notre récit, c'est on fonctionne par faction. Alors il y a une ligne narrative qui nous permet aussi de partir d'Arjo Higgins pour aller vers les problématiques actuelles, donc qui sont de vivre et travailler sur un territoire rural, faire de la voiture pour n'importe quoi, etc. Et vraiment avec cette ligne directrice, cette ligne souterraine de la faction, de l'enchaînement des factions, donc qui sont de 9 à 13h, de 13h à 21h, de 21h à 5h, et après les équipes du week-end qui prennent la suite. Oui. Il y a un autre parti pris artistique aussi sur lequel on s'était mis d'accord quand on a vraiment... moi j'ai apporté l'idée, après on a vraiment écrit le projet tous les deux avec Félix qui lui est vraiment documentariste. Et l'autre gros parti pris esthétique du film, c'est que les personnes ne nous parlent pas face caméra. Il n'y a pas d'entretien face caméra. Elles sont en train de travailler, en fait. Les entretiens ont été menés seulement de manière audio. Et leurs paroles sont mises sur les images des employés en train de travailler au travail dans cette usine. Ouais. Et ça, c'était un dispositif, comme on dit en langage cinématographique, auquel on tenait avec Félix. Et ça participait aussi de cette idée de libérer la parole, d'avoir vraiment une parole libre. Et justement, est-ce que ça a été facile de libérer la parole? Est-ce qu'on sent encore que la plaie est peut-être encore ouverte sur le territoire de Bessay-sur-Bray et dans le secteur? Alors, c'est vrai que Arjo Higgins, c'est une toile de fond qui est présente dans tous les discours. Soit très explicitement, soit on sent que c'est très intériorisé par la population, par les employés, les anciens employés d'Arjo, mais aussi les nouveaux qui, en arrivant sur le nouveau site de Manicare qui fabrique des gants à nitrile maintenant, ont eu accès assez rapidement à cette culture d'Arjo Higgins qui émanait des anciens. Pour finir. Si je peux juste rajouter un truc, c'est qu'effectivement le traumatisme finalement d'Arjo Higgins était tel que quand on est allé sur le terrain aussi pour établir des contacts, rencontrer les gens au début, avant de faire le film à proprement parler, il y avait même presque un scepticisme en fait sur la création de cette nouvelle usine. Ouais. Les gens avaient du mal à y croire en se disant ça va peut-être on va encore nous faire le même coup. On le sent dans le documentaire, ils le disent beaucoup. Parce qu'il y a eu en plus, il y a eu Arjo, mais avant il y a eu d'autres fermetures d'usines aussi à Bessay-sur-Bray. Donc il y avait des craintes avant que ça se concrétise. On pourra rencontrer des personnages de ce documentaire, des gens de Manicare aujourd'hui lors de l'avant-première, vous le savez ou pas, le 3 juin. En tout cas, les invitations sont lancées. C'est une soirée gratuite. Il faut juste vous inscrire. N'hésitez pas. Alors, vous avez une page Facebook, un événement Facebook, tout simplement. Vous tapez avant-première documentaire, l'usine retrouvée. Vous allez pouvoir donc vous inscrire. Et puis, c'est diffusé également, évidemment, sur ici, France 3, pardon, Pays de la Loire. Ici, Pays de la Loire, je ne sais plus, je m'en sors plus. Ici, Pays de la Loire. Ici, Pays de la Loire, le jeudi 5 juin à 23h, évidemment. Et sinon, ça se passe au cinéma Zoom de Saint-Calais, place de l'Hôtel de Ville, le 3 juin à 20h. Inscrivez-vous, il reste des places. Allez-y. En sport, si vous suivez le MSB, vous savez que mercredi soir, les Tangos jouent le quart de finale aller des playoffs sur le parquet monégasque. Un match que le coach envisage avec beaucoup de sang-froid, sachant que le staff médical a bien travaillé pour faire revenir à temps 2 éléments essentiels du collectif, Trevor Hudgens et Abdoulaye Ndiaye. Il s'en expliquait au micro d'Antoine Besson dans 72 Sports lundi soir. On l'écoute. Déjà, le staff médical a bien travaillé et ils ont permis le retour de nos 2 blessés, donc Abdou Ndoye et Trevor Hudgens. Donc le fait que eux, petit à petit, puissent recourir, recommencer à avoir des appuis et puis petit à petit se rapprocher de l'entraînement, ça c'est une chose qui était importante. Donc ça c'est une première satisfaction cette semaine. Et puis la deuxième, c'est que l'enthousiasme du groupe est toujours là à vouloir bien s'entraîner ensemble. Donc autour de ça, on peut bien se préparer. Et vous suivez le Mans FC, vous suivez l'équipe, le Mans FC, le MSB, tous les deux en bon sartois que vous êtes? Oui. Bon, le MSB. Oui, c'est un petit oui. Bon, en tout cas, le Mans FC a 40 ans, vous le savez, le 12 juin prochain.
Et pour l'occasion, on vous propose toute la semaine une série concoctée par Colin Ancel. Ce soir, on retrace la montée en Ligue 2. Ça se passait en Ligue 1, pardon, autant pour moi. Ça se passait en 2003. Restez avec nous, ça c'est dans Au quotidien la suite, en lieu et place de notre invité habituel. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Moi, je vous dis à tout de suite après la pub et la météo. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder ici sur LMTV Sarthe. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui restent encore très calmes sur l'ensemble du territoire avec, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé. Côté température, elles resteront encore plutôt douces avec 15 degrés du côté de Vendôme, Blois ou encore à Angers, 16 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Concernant la journée de mercredi, malheureusement, les nuages seront assez nombreux au petit matin. Alors la bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on n'aura pas de précipitations et progressivement, au fur et à mesure que les heures passent, vous allez voir que ces nuages vont commencer à se dissiper. Les températures sous cette couverture nuageuse au lever du jour, comprises entre 10 et 12 degrés, seront les températures minimales. Comptez 10 degrés du côté de Sillé-Guillaume, 11 degrés pour La Flèche ou encore à Tours, même chose pour Saint-Calais ou encore à Mamers, 12 degrés pour Alençon, Vendôme, Blois ou encore du côté de Montval-sur-Loire, ainsi que pour Angers. Progressivement, vous le voyez dans l'après-midi, on pourra apercevoir quelques rayons de soleil. Alors attention, ce ne sera pas non plus un grand ciel bleu. Il faudra toujours composer avec quelques nuages. Côté température, elles seront plutôt conformes au normal de saison, avec 19 jusqu'à 22 degrés au milieu de l'après-midi. Comptez 19 degrés à Vendôme, 20 pour la Ferté-Bernard, Saint-Calais ou encore à Blois. Même chose du côté de Tours, 21 degrés pour la Flèche, 22 au Mans ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi, même programme météo avec toujours un ciel qui restera assez variable. Une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, les températures entre 20 et 23 degrés. Et pour votre fin de semaine, des conditions météo qui seront pas très loin d'être estivales, avec toujours de belles éclaircies et les températures qui continuent de grimper entre 24 et 25 degrés en moyenne. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. De retour sur le plateau d'Au quotidien ce mardi 27 mai pour Au quotidien la suite. La qualité de l'air pour commencer, le flux océanique conjugué à une couverture nuageuse se maintient ce mardi. Elle permet une dispersion efficace des polluants. Seul l'ozone demeure à un niveau de fond. Il détermine un indice de qualité de l'air moyen sur la région. Mercredi, toute la journée. Et concernant les pollens, les graminées sont toujours présents de manière élevée, nous dit notre partenaire RPI de la Loire. Pas d'invité ce mardi, une semaine exceptionnelle consacrée en lieu et place aux 40 ans du club de foot du Mans, les 100 et Or, le MUC 72 rebaptisé le Mans FC. Notre télévision locale les suit depuis des années. Alors, nous vous proposons une semaine exceptionnelle de reportages avec des anciens joueurs, des entraîneurs, des supporters du club. Concernant des épisodes marquants. Et ce mardi soir, la montée en Ligue 1, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2003, Colin Ancel. Tout vient à point, le MUC 72 en a fait l'expérience. Désireux et impatient de grandir, le club s'émancipe en 2e division dans les années 90. Des matchs de grande envergure, une victoire au Vélodrome contre l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions l'année précédente, et rétrogradé suite à l'affaire de corruption Valenciennes-Marseille. Avant de viser plus haut, le club 100 et Or doit se structurer. Quand je suis arrivé au Mans, j'ai trouvé que l'organisation, c'était professionnel, mais il y avait encore des choses à améliorer. Thierry Froger à la tête de l'équipe Fagnon, le MUC 72 monte petit à petit en régime, fête ses 10 ans, change de logo et prétend de plus en plus à la première division. Je rêve à la D1, il n'y a pas de problème. Après, je rêverai à l'Europe quand on sera en D1, mais on va procéder par ordre. On a travaillé dans ce sens-là depuis 10 ans et il faut qu'on y arrive un jour ou l'autre. Mais les Sartois ont-ils vraiment leur place dans l'élite ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Parce qu'ils finissent tout le temps mal, les saisons. On s'est dit, il faut qu'on ramène plus d'ambition dans notre centre de formation et on a commencé par la post-formation. D'où le recrutement des Drogba, des Bakary, des Tomer, de ces gens-là. On pensait qu'on n'avait pas de jeunes suffisamment costauds de 18 à 20 ans
pour arriver au très haut niveau très vite. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ont dynamisé le club et ils ont surtout réveillé nos petits Sartois. Moi, j'ai vu Didier Drogba mettre une tarte sur un 5-5 un copain parce qu'il rigolait de la défaite, quoi. On se marrait avant l'entraînement ou après l'entraînement, mais pendant l'entraînement ou pendant un match, c'est rigueur. En 1998, avec cette nouvelle équipe et Marc Westerlop sur le banc, Le Mans échoue encore à la 6e place. Des fois ça passe et puis là c'est pas passé en l'occurrence. Nouvelle tribune à Léon Bollé, s'il fallait rappeler que les 100 et or ne sont pas champions du monde, la saison suivante en est l'exemple. 98-99, plus compliqué en championnat, mais le club atteint les demi-finales de Coupe de France, perdu au bout des prolongations 4-3 à Sedan. Un motif d'espoir tout de même. Le foot a sa place au Mans et le foot, le club va encore progresser. En 2000, Thierry Goudet prend les rênes de l'équipe, 3 ans avant une montée historique. Je pense qu'on pouvait le faire l'année d'avant. Et on finit 4e l'année d'avant. Et il y a eu un passage important, c'est la vente de Didier à Guingamp. Moi j'étais contre. Les dirigeants m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'argent. Le début de saison 2002-2003 est épatant. Le club occupe la première place de la 3e à la 23e journée. Franchement, qui peut vous arrêter? Peut-être nous-mêmes. À force de nous dire qu'on est bon, on finirait par le croire. Et là, ce serait le début de la fin. Dès le début de saison, on s'est dit, ça y est, on va monter. Et à la fois, on avait peur parce que c'était souvent qu'on était devant et on lâchait. J'ai toujours l'impression que quand il se passe quelque chose dans une équipe, c'est parce qu'il y a un truc entre eux. Il y a une bande de potes. Bonnard, Rotker, Fanchon, ils étaient au centre de formation. Et puis, tu avais quelques anciens, quoi. Quand j'étais à Sedan, j'étais avec Philippe Cédron et j'avais dit à Philippe, parce qu'il cherchait aussi un couloir rouge, j'ai dit Philippe, viens avec moi au Mans. Je te promets pas qu'on va faire sportivement, je sais pas ce que ça donnera. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans la vie de tous les jours, on va bien se marrer. Il y avait tout un mélange d'insouciance et puis de croquer la vie, le foot. Il n'y avait pas une ambition de dingue, quoi. Je veux dire, on n'a pas dû négocier de prime de montée, quoi. Je veux dire, c'est improbable. C'est improbable ce qui s'est passé. Comme aime bien le dire Fabrice Pancrate, à jamais les premiers, quoi. Au terme de l'avant-dernier match, Le Mans est assuré de jouer en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Une fin d'exercice en feu d'artifice. Ça fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça et ce soir c'est une récompense pour tout le club, toute la ville et tous les joueurs. J'ai souvenir de la montée place de la Rep et tout, entre copains, dans le jet d'eau et tout, franchement, c'était génial. Le moment le plus fabuleux, je crois qu'on ait vécu, c'est la première montée en L1. Retour à l'aéroport, en ville et tout, c'était extraordinaire. Je pense que c'est un des plus beaux moments de sport que j'ai vécu, en après-sport. Henri Legarda prend la présidence du MUC 72, mais les Manceaux peinent dans ce nouveau championnat. 12 matchs sans victoire. Un laps de temps long. Avant l'éclaircie contre Metz. J'ai souvenir qu'on est en train de gagner le match et les lumières du stade se coupent à plusieurs reprises. Et on se dit, le match va être perdu sur tapis vert alors qu'on est en train de gagner ce match-là. Succès 2-0, mais Le Mans reste relégable quasiment toute la saison. La première année de Ligue 1, on est amateur, quoi. Une montée, ça se prépare. Il faut se structurer dans le recrutement, il faut tout préparer, quoi. Il faut pas arriver au dernier moment et dire on est monté en L1, quoi. Et je pense qu'on a beaucoup appris de nos erreurs. Quand on monte de national en Ligue 2, on change d'aquarium. C'est que on est un requin avec des poissons rouges. Quand on monte en Ligue 2, on devient le poisson rouge avec beaucoup de requins. Alors imagine ce qui se passe quand tu montes en Ligue 1. Et surtout que c'est la première fois. Une première fois, malgré tout, riche d'enseignements. Pour moi, c'est un super bon souvenir. Ça n'a pas été une saison catastrophique, au contraire. C'est pas que c'est pas grave, mais ça a servi la deuxième fois que le club est remonté, quoi. Ça s'appelle l'expérience. Une expérience à renouveler le plus tôt possible, soit 1 an plus tard, où le destin sourira de nouveau. À qui c'est attendre? Et l'épisode 3 de cette saga, cette série, est à retrouver demain. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qui nous emmène à Saint-Léonard-des-Bois. On se retrouve en direct demain 18h30. Salut.